Bonjour, un grand bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints après cette formidable session scientifique d'hommage à Olivier Donard. Je suis Richard Lobinski, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'IPREM. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par saluer nos hôtes orateurs de cet après-midi, en commençant par ceux qui viennent de plus loin. Monsieur Christian Amator, directeur de recherche au CNRS, académicien, membre de l'Académie des sciences à l'École nationale supérieure. Ensuite, le Bordelais, M. Younis Hermès, délégué régional Aquitaine du CNRS. Monsieur Bernard Ituri, maire d'Oloron, ici en tant que conseiller régional, représentant Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Monsieur François Bayrou, président de la... oui, par rapport à notre président, quand même, j'apprécie la distance. Président de la communauté d'agglomération Pau Béarn-Pyrénées, maire de Pau, et finalement, M. Laurent Borde, président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Donc, je souhaiterais commencer par quelques minutes de ma réflexion personnelle. J'ai rencontré Olivier Donard pour la première fois en 92, c'est ça, en janvier 92, à San Diego, en Californie. Je venais de réaliser mon premier couplage de la chromatographie avec détection plasma, et en ce moment, Olivier s'intéressait à la spectrométrie de plasma. On s'est rencontrés et franchement, Olivier, il était, comme d'habitude, plein d'enthousiasme. Donc, la première chose qu'il m'a dit, tu fais... d'abord, tu parles français, bon, ça c'est très bien, parce que tu pourras venir en France. Ensuite, tu fais des choses vraiment qui m'intéressent, donc pourquoi tu ne postules pas au CNRS? Bon, c'était comme ça, c'était notre première rencontre. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était le CNRS. J'étais juste un postdoc en Belgique. Mais bon, je me suis renseigné. Il m'a invité à son laboratoire. Donc, je suis venu à Bordeaux donner une conférence, rencontrer les gens de son équipe. Je me rappelle de la discussion que j'ai eue juste après avec mon directeur de thèse, qui était très, très francophile et qui vraiment m'encourageait à aller prendre un poste en France. Et il m'a demandé comment c'était. Mais j'ai dit, j'ai jamais vu un truc si chaotique qui fonctionnait à merveille. Et en plus, il y avait tellement d'énergie positive, tellement d'enthousiasme que ce serait dommage de ne pas essayer. Donc j'ai essayé j'ai postulé au CNRS, j'ai eu le concours, j'ai donc joint Olivier au laboratoire de photophysique et photochimie moléculaire. Le poste était en écotoxicologie, donc c'était très loin des plasmas de la chimie analytique. Mais le problème, dès que je suis arrivé, Olivier a dit, j'ai un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est déménager à Pau, parce qu'il y a une opportunité. Donc, on déménage à Pau, on fera ici des choses merveilleuses. Donc, je me rappelle notre premier voyage à Pau en voiture. Il y avait un concessionnaire Ferrari quand on approchait la ville de Pau. Olivier a dit, tu vois, il y a un concessionnaire Ferrari ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans cette ville. On n'aura pas de problème de financement.
Bon, je te l'ai dit. Bon, moi, à l'époque, je ne les connaissais pas. Bon, je disais, bon, il me le disait, je le croyais. Bon, M. Bayrou, peut-être, il se souvient, mais certainement pas. Olivier m'a envoyé à une réunion pour boucler le budget de notre opération paloise. Donc, la réunion était présidée à la préfecture par M. Bayrou, qui a trouvé très facilement 1,5 million, francs français à l'époque, pour boucler notre budget. Donc, on était vraiment très bien accueillis. Je souhaiterais ici vraiment profiter de cette opportunité de remercier le conseil régional et la communauté d'agglomération pour Béarn-Pyrénées pour tout le soutien dont nous avons pu profiter avec Olivier. Et je souhaiterais également profiter Claude Logénie, l'ancien président qui nous a accueillis avec Olivier, malheureusement décédé. Et c'est ce que... donc, je souhaiterais profiter de l'opportunité de remercier l'Université de Pau pour cette formidable accueil. Également, le CNRS qui... n'était pas pour rien pour rendre cette opération une grande réussite. Donc, j'ai apprécié deux choses à Pau, et je pense que quand vous visitez les nouveaux bâtiments, que ce soit IPREM ou IPREM 2, bon, les gens disent « waouh ». Mais c'est ce qu'il faut savoir, il faut visiter notre premier bâtiment. Hein. Il faut savoir, il faut peut-être visiter le bâtiment où Olivier travaillait à Bordeaux. C'était une cave hein, qui n'était pas remplie de vin. On a parlé beaucoup du vin lors de la session scientifique. Donc, il faut que toutes les visites qu'on organise ici commencent par notre ancien bâtiment, ensuite IPREM. Encore une fois, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je souhaiterais donner peut-être, j'ai quand même encore un petit moment. Donc, Olivier, encore mes très grandes félicitations. C'était toujours un plaisir de te côtoyer. Maintenant, c'est devenu un grand honneur de côtoyer un académicien. Donc, félicitations et continue comme ça. Je pense qu'il y a encore des choses à faire ici. Je vais en terminer avec mon intervention et donner la parole à M. Laurent Borde, président de l'Université de Pau. J'ai besoin de quelques réglages. Alors, Monsieur le président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, cher François Bayrou, Monsieur le conseiller régional, maire d'Oloron, cher Bernard Uturi, chers collègues délégués régionaux, vraiment merci de ta présence. Mesdames et messieurs, chers collègues, et bien sûr, cher Olivier, voilà, c'est un moment important pour toi, bien entendu, mais aussi pour l'institution que je représente, et un plaisir vraiment non dissimulé d'avoir à dire quelques mots à cette occasion. On se connaît depuis un certain temps déjà. Je dois dire que quand je suis arrivé en 2006 à l'UPPA, assez vite, dans quelques réunions où il fallait faire des arbitrages en présence d'Olivier Donnard, j'étais un peu intimidé quand tu prenais la parole pour défendre l'unité de recherche que tu représentais. J'ai eu la chance d'assister à ton intronisation à l'Institut de France sous la coupole. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Plusieurs ici étaient présents lors de cette cérémonie prestigieuse dans une institution fondée en 1666 par Colbert, qui a traversé
le tumulte des siècles qui existe toujours. Et comme tu te plais à le rappeler, tu n'avais rien sollicité. Voilà, donc l'honneur n'en est que plus grand. Alors certes, ce moment, c'est en premier lieu un hommage qui t'est rendu aux scientifiques que tu es, mais je crois que c'est aussi une vraie fierté pour les institutions qui sont représentées ici. Le CNRS, qui a été très longtemps ton employeur, où tu as fait une très très grande partie de ta carrière, même si elle a démarré ailleurs avant que tu rentres au CNRS, et l'UPPA, puisque, comme ça a été rappelé par Richard, tu es arrivé ici en 1995 et tu as travaillé dans des unités de recherche qui étaient pas du tout, qui ressemblaient pas du tout à l'IPREM d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé en 2006, lorsqu'on voulait aller manger, il fallait traverser les laboratoires de chimie. Voilà, l'université était organisée de cette manière-là. Ça faisait toujours un peu peur, d'ailleurs, de traverser des laboratoires de chimie. Mais maintenant, j'ai moins peur. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ces derniers temps, tu as eu, en tant que membre de l'Académie, tu as fait de nombreuses conférences, et je dois dire que finalement, c'est peut-être la première fois que j'ai écouté la science que tu faisais, et la science racontée à tout le monde, et du coup peut-être plus compréhensible. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est dans une période où les effets de la pression anthropique nous inquiètent, on les ressent, leur fréquence, leur amplitude. Et je crois que les travaux que tu as menés tout au long de ta carrière prennent tout leur sens aujourd'hui encore plus qu'hier. Et c'est aussi, je pense, l'occasion de voir que la recherche, c'est le temps long et qu'on a besoin de ce temps long pour pouvoir proposer des solutions. Alors, je crois qu'être chercheur, c'est savoir porter des fois un regard décalé sur les évidences, s'émerveiller toujours et finalement ne rien considérer comme définitivement acquis. Et toi, tu l'as résumé en une phrase toute simple, c'est conserver une âme d'enfant. Alors, je crois que tu as parfois une âme d'enfant, et les enfants, c'est vrai que ça aime les beaux jouets. Et toi, les jouets qui t'ont accompagné tout au long de ta carrière, ce sont des spectromètres. Je n'irai pas plus loin dans la description parce que ça serait un peu compliqué pour moi, mais voilà, on a des instruments ici qui sont des instruments exceptionnels au service de la spéciation et qui permettent de mesurer la présence d'espèces chimiques dont la concentration est de l'ordre d'une cuillère à café de substance. C'est toi qui l'as dit, hein, donc il ne faudra pas dire que ce n'est pas vrai. Une cuillère à café de substance dans une piscine olympique. C'est probablement encore moins qu'une aiguille dans une botte de foin. Alors, mesurer les traces ou les ultra-traces, ça a été au centre de ta carrière. Et comme tu l'as montré dans les conférences que j'ai eu la chance d'écouter, tu as montré récemment que des phénomènes macroscopiques qui sont délétères peuvent trouver leur origine dans des mécanismes qui sont infinitésimaux et qu'il faut des années à comprendre en utilisant des technologies de mesure d'une extrême précision. Le plus remarquable dans ton parcours, c'est ta capacité à intégrer aussi l'interdisciplinarité et toutes les missions qui nous sont confiées en tant qu'enseignants, chercheurs ou en tant que chercheurs. Et si la place de la recherche a été évidemment centrale, avec un nombre de publications impressionnant dans des revues majeures, tu n'as rien négligé de la transmission des connaissances. En témoignent les 50 doctorants que tu as formés tout au long de ta carrière, plus de 50 doctorants. Mais c'est aussi l'innovation à travers la création de 3 entreprises. Ton parcours, je le disais, à l'UPPA a été exemplaire à bien des égards. Tu as été le premier pilote de cette grande unité mixte de recherche qui est aujourd'hui dirigée par Richard et dont les évaluations successives n'ont cessé de montrer qu'il s'agit bien d'un joyau de la chimie au niveau national. Une unité de recherche qui, avec d'autres, faisait dire il y a peu à Antoine Petit,
qui est le président directeur général du CNRS, que les laboratoires de l'UPPA n'ont rien à envier à ceux de Paris-Saclay. Tu as été l'instigateur d'équipements d'excellence, et évidemment Mars, centre de spectrométrie de masse pour les sciences de la réactivité et de la spéciation, des équipements de niveau européen et international que tout le monde nous envie et qui contribuent grandement à l'attractivité de l'établissement. Alors je pense que cela constituait véritablement un atout considérable pour l'université au moment où nous avons candidaté pour être labellisé ICIT. Un ICIT qui te doit aussi son nom d'ailleurs, Solutions pour l'énergie et l'environnement. Et des idées inspirantes qu'on a été moissonnées ensemble, je suis sûr que tu t'en rappelles, avec David Bessières à l'université de Chalmers, l'université de technologie de Chalmers, où on a passé un séjour certes très bref, mais intense et extrêmement agréable. Je tiens à souligner que ton implication dans la vie de l'établissement aussi. Tu étais un directeur de recherche au CNRS, et tu l'es toujours, émérite, mais tu as aussi été un administrateur de l'université, un administrateur attentif et écouté avec une liberté de ton qui te caractérise. Je me souviens par exemple du débat sur les SAT. Tu as dit à ce moment-là ce que tu en pensais. Bon, ça n'a pas forcément facilité le débat, mais voilà, tu l'as dit. Je crois que ce qui fait l'excellence d'un parcours scientifique, au-delà de l'excellence de la recherche, c'est la capacité à entraîner, à voir loin et à convaincre. L'épisode raconté par Richard ne m'étonne pas du tout. L'histoire des Ferrari, c'est tout à fait Olivier Donard. Et cela, je pense que convaincre, tu as su le faire mieux que personne. Les équipements d'excellence sont des joyaux aujourd'hui qui participent à la renommée de l'IPREM, indiscutablement. Mais ces joyaux, ils avaient aussi besoin d'écrins. Et là encore, le chemin a été long pour faire aboutir des projets qui permettent aujourd'hui à l'IPREM d'avoir deux magnifiques bâtiments qui sont IPREM 1 et IPREM 2 sur le site d'Hélioparc. Et il a fallu pour cela convaincre nos financeurs, l'État, les collectivités, la région, bien entendu, la communauté d'agglomération de Pau, Béarn, Pyrénées, mais je crois que ton enthousiasme a toujours été communicatif et c'est aussi pour ça qu'on a été accompagné. Et je pense avec raison quand on voit aujourd'hui l'impact des résultats sur le fonctionnement de cette magnifique UMR. Alors de tels projets immobiliers ils constituent aujourd'hui la vitrine de l'excellence de la recherche à l'UPPA et du CNRS, bien entendu. Et évidemment, cela n'aurait pas été possible sans cet accompagnement des collectivités et de l'État. Il a fallu que tu fasses preuve de persuasion, de persévérance pour que de tels projets aboutissent. Et pour ceux qui auraient des doutes sur ton insatiable appétit pour construire l'avenir, je rappellerai juste qu'on n'avait pas encore posé la première pierre de IPREM 2, que tu nous parlais déjà du bâtiment IPREM 3. Alors, IPREM 3, peut-être tel que tu le concevais, ne verra pas le jour, mais quand même, il y a deux nouveaux bâtiments qui arrivent à l'IPREM, qui s'appellent Xylomat 2, sur le site de Mont-de-Marsan, et IPREM Océan, qui est programmé dans le CPER à venir sur la côte basque. Donc, cher Olivier, j'aurais pu encore passer pas mal de temps à décrire la richesse de ta carrière à travers les projets européens, les partenariats académiques, internationaux, les relations partenariales de toute nature avec l'IFP, Total Energy et bien d'autres institutions ou entreprises. Mais bon, finalement, ce qui compte, c'est que tu deviens immortel aujourd'hui. Enfin, tu es déjà devenu immortel et ton entrée dans l'Académie des sciences, c'est une nouvelle étape. Et je suis convaincu qu'avec tes pairs, leur parcours tout aussi riche, foisonnant, exemplaire, vous porterez ensemble des regards décalés et éclairants sur les nombreux défis que la société doit d'ores et déjà relever et pour lesquels, j'en suis convaincu, les sciences sont une solution. Merci.
Merci beaucoup, Laurent. Monsieur Yunis, Hermès. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn, Pyrénées-Mer de Pau, cher François. Monsieur le Vice-président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, cher Bernard. Monsieur le Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Ado, cher Laurent. Monsieur le Directeur de l'IPREM, cher Isard. Messieurs les académiciens, cher Christian, cher Olivier. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du CNRS et de son président-directeur général Antoine Petit, qui s'excuse de pouvoir être parmi vous pour cette cérémonie de remise de l'épée qui prolonge les célébrations liées à l'entrée d'Olivier Donard à l'Académie des sciences. L'histoire d'Olivier avec le CNRS est longue, ponctuée de moments remarquables sur le plan scientifique, puisqu'il a apporté d'importantes contributions en sciences analytiques et chimie de l'environnement. À travers ses travaux, son engagement et son rôle moteur, Olivier Donard a fait rayonner la France et par la même occasion Pau auprès de la communauté internationale. Tout au long de sa carrière et malgré de lourdes fonctions de direction qui, sans refaire l'histoire, ont contribué à la naissance de l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie de l'environnement et les matériaux l'IPREM et à la création du Centre de spectrométrie de masse pour les sciences de la réactivité et de la spéciation Mars, Olivier Donard a porté une activité scientifique à haut niveau international intégrant développement méthodologique et cas d'études variés dans le domaine de la spéciation des métaux et métalloïdes dans l'environnement, de l'analyse d'ultratasses, des éléments métalliques. Il a fait de Pau un pôle d'excellence internationale qui accueille aujourd'hui les meilleurs scientifiques mondiaux du domaine. Olivier, malgré cela, tu restes surpris que les chemins de traverse de ta formation, ayant passé ta jeunesse en Afrique, t'aient conduit à rejoindre l'Académie des sciences, une humilité qui t'a accompagné tout au long de ta carrière, lorsque tu développais des maillons clés de sciences analytiques. Derrière les résultats scientifiques qui ont jalonné ton parcours, la transmission a toujours été la clé de voûte de ton travail, puisque tu as encadré plus de 50 thèses et 30 post-doctorants au cours de ta carrière, qui t'a vu auteur de plus de 300 articles dans des revues internationales de rang A, avec plus de 1000 citations. Ton activité de management de la recherche est impressionnante et très variée. Tu as participé à de nombreux projets européens, 13 si mes données sont exactes, tantôt en tant que coordonnateur, tantôt en tant que partenaire. Tu as également navigué dans les eaux de l'innovation à travers la création de 2 entreprises et certains de tes travaux menés en étroite collaboration avec de grandes maisons de champagne. Ton expertise a été précieuse auprès de nombreuses instances d'évaluation nationales et internationales qui t'ont sollicité, comme l'a fait le CNRS, lorsque tu es devenu membre de la section 13 du Comité national de la recherche scientifique. Il est clair, Olivier, que tu as fortement participé au rayonnement de la France, et c'est pour cela, même si tu as du mal à le concevoir, que l'Académie française des sciences t'a élu le 19 novembre 2022. La communauté scientifique peut se réjouir du rôle essentiel que tu as joué tout au long de ta carrière pour la chimie analytique française et qu'elle puisse encore compter sur toi à travers ton éméritat pour poursuivre ton implication dans ce domaine. Olivier, au nom du CNRS, je te félicite pour cette entrée à l'Académie des sciences et je te remercie de contribuer au rayonnement de notre institution comme tu l'as si bien fait tout au long de ces années. Je vous remercie. Merci Yunis. Monsieur Bernard Uturi. Bien, merci d'avoir ajusté le micro. Mesdames et messieurs, je salue avec plaisir les hautes et éminentes autorités qui sont ici, éminentes dans tous les domaines. Nous étions avec Christian Well en train de chercher notre amphithéâtre A, dans le bâtiment A, et on a ressenti une puissante odeur de matière grise qui passait sous les portes certainement et qui nous a conduits ici, et une odeur encore plus forte de motivation. Je salue aussi bien sûr monsieur le maire de Pau, président de l'Aglo, monsieur le commissaire au plan, monsieur le ministre, tout ça c'est la même personne, hein, avec plaisir sur ces terres, et je salue avec
beaucoup d'affection et d'admiration aussi, monsieur l'académicien, cher Olivier Donard. J'ai la très agréable responsabilité ici de représenter le président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir pour moi. Il n'a pas pu venir, seul un événement de force majeure pouvait l'empêcher de venir aujourd'hui, compte tenu de votre complicité bien connue. Et cet événement de force majeure, ce cas de force majeure, c'est la mort son prédécesseur à la tête de la région Aquitaine à l'époque, monsieur Valade, monsieur Jacques Valade, dont Jean Hariot m'a appris qu'il avait enseigné ici et qu'il avait été son élève ici. Donc on a aujourd'hui, venu de l'Aquitaine et de Bordeaux, à la fois l'esprit de Jacques Valade qui flotte, et on a une pensée pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été, et puis également l'esprit d'Alain Rousset qui n'a pas pu venir. Alors j'espère vous faire partager, cher Olivier, un petit peu de son émotion. Je l'ai eu au téléphone. C'est une vraie amitié entre vous, l'émotion d'un frère d'armes, en quelque sorte. Vous avez traversé l'Aquitaine ensemble, l'un à cause de l'autre, l'un sur la volonté de l'autre accompagnant la volonté de l'un, etc. Parce que vous aviez tous les deux le même tropisme quant à la recherche, au développement économique notamment. Et vous avez certainement dû beaucoup échanger à Pessac d'ailleurs, sur une zone qui est relativement plate, lors de vos sorties dominicales en vélo. Parce que j'ai appris de votre vie au fur et à mesure de mes pérégrinations dans cette Nouvelle-Aquitaine taille XXL. J'ai appris un peu de votre intimité. Il ne m'a pas tout dit, il garde quelques dossiers pour lui toujours. Et donc, et puis vous avez aussi continué, je crois, à travailler et à chercher quand Alain Rousset a construit, a conforté son ADN et son tropisme de développeur lorsqu'il effectuait une mission ici, déjà dans la reconversion du bassin de Lac, dont on imaginait que dans les années à venir, il allait perdre de sa matière première. Et puis, il y a eu Pessac, il y a eu Arcachon, où je me rappelle d'avoir entendu parler que vous étiez intrigué par des substances contenues dans des peintures qu'on pouvait disséminer, je ne me trompe pas, dans les océans, et qui pouvaient déjà apporter un certain nombre d'éléments sur la nocivité de ce que le président a appelé tout à l'heure l'anthropisme, et qui est devenu maintenant pratiquement l'aspect numéro 1 du développement économique et de la recherche. Et puis, il y a eu des expériences, la volonté de rechercher dans la neige, justement, cette trace dans la neige des Pyrénées, cette trace, ces traces parfois malfaisantes. Je me souviens d'une réunion ici, alors, sur le plan de l'anecdote, et c'était en pleine campagne électorale, on n'était pas fiers, on était à Pau, on n'était pas fiers parce qu'on ne connaissait pas le résultat, et on s'était octroyé 3 heures, Mohamed Amara était là aussi, Mohamed, pour parler d'une expérience et d'un rapprochement avec un laboratoire nucléaire qui est sous la station de Canfranc, et pour opérer un rapprochement qui avait été perçu l'été d'avant sûrement à Canfranc avec le responsable de ce laboratoire. Je sais que ça a donné lieu aussi à voilà, tout ce qui vous réunit à Alain Rousset et qui prédestiné en quelque sorte par votre carrière, par votre arrivée ici, je suis en train de sortir complètement de mon discours, par votre arrivée ici, ce qu'est devenu l'écosystème régional, c'est un écosystème qui part du laboratoire ou de l'université, et les deux souvent, pour aller jusqu'à l'objet, jusqu'à l'usage, jusqu'à sa fabrication via les PME, jusqu'à ses usages d'ailleurs, puisqu'on parle maintenant de plusieurs usages pour un même objet, et tout ça à travers les PME et les TPE de la région, nourrissant ainsi l'emploi sur les territoires. C'était, je crois, vos rencontres de jeunes chercheurs, de jeunes élus, de jeunes chargés de mission. Ça a fertilisé cette idée qu'un écosystème devait intégrer toutes ces dimensions-là. Et vous l'avez prouvé, d'ailleurs, vous en êtes le représentant, puisque vous avez été à la fois chercheur à l'université, et puis que vous avez été aussi entrepreneur avec la création de 2 instruments qui ont marqué, et puis aussi et surtout de l'IPREM qui est devenu une référence mondiale. Donc merci d'avoir fait du Béarn et de Pau un petit peu la capitale du monde dans ce domaine-là, puisque
j'ai bien retenu que vous étiez largement sur les 2 premières marches du podium en termes de publication dans ces domaines-là. Et donc, je vous imagine pédalant sur l'Obélisque, le Tourmalet, Marie-Blanque, ou peut-être la côte de Cuqueron, tout simplement, hein, ou les collines de la Seube, mais en train de construire cet écosystème qui est devenu une réalité. Et franchement, le monde de l'économie, le monde de l'emploi, le monde de la recherche, le monde de l'université vous en savent gré et partagent l'honneur qui vous est fait, mais par jaillissement, l'honneur qui nous est fait également d'accueillir maintenant ici un enfant du pays qui est devenu académicien et immortel. Voilà. Je crois qu'Alain Rousset, puisque je le représente, noterait également que vous avez anticipé sur une feuille de route de la région qui vise, selon les termes qu'avait employé François Bayrou d'ailleurs, et je m'en souviens, c'était sur une base nautique, qui vise, on ne parlait pas de Néoterra, ça n'existait pas à l'époque, mais c'est le nom de la feuille de route de la région, à ce que nous soyons, j'avais retenu ça, plus légers sur notre planète, moins lourds sur notre planète, moins gloutons par rapport à ses ressources, plus attentionnés par rapport à sa biodiversité, plus attentionnés par rapport aux vivants dont nous faisons partie, et dont le réchauffement climatique perceptible. Hein. On dira un jour qu'au début, le réchauffement climatique, c'était bien, mais c'est quand même un petit peu angoissant. Donc, vous aviez préfiguré effectivement tout cela, et cela encouragerait à Alain Rousset, le Girondin, non pas au regard de la plaque d'immatriculation de sa voiture, mais le Girondin versus Jacobin, le décentralisateur permanent qu'il est, donc à vous pardonner cette nomination un peu colbertiste, si j'ai bien compris, dans la si prestigieuse Académie des sciences dont il me tarde de voir l'épée de plus près. Je l'ai vue de plus près. Voilà, merci d'apporter dans cette honorable institution la sensibilité de la région et la fertilité de votre imagination. Et qui dit épée dit gascon, qui dit gascon dit mousquetaire, qui dit mousquetaire dit caractère bien trempé. Je pense que vous n'en étiez pas dépourvu. Alors, est-ce que c'est celui d'Athos, une noblesse qui interroge Athos? Il y a une certaine noblesse dans votre allure et puis dans vos propos. Est-ce que c'est Porthos? Alors, la force, la générosité, un solide appétit pour les bonnes choses de la vie. Ça peut aussi définir une partie de ce que vous êtes. Est-ce que c'est Aramis? Alors, Aramis, pas Aramis, Aramis, qui était la ruse incarnée, enfin surtout un sens remarquable de la réflexion. Je crois que celui par lequel vous pourriez être le mieux identifié, c'est quand même D'Artagnan, le capitaine D'Artagnan, avec son épée, leader naturel, leader par le faire, pas par le dire, leader par l'énergie, par l'enthousiasme, par la vitalité, par la loyauté, aussi par le franc-parler et par le courage. Donc bravo, merci d'avoir organisé cette manifestation impressionnante. Tout le monde était pratiquement là à l'heure. Mais non, je ne voudrais pas que le maire d'Oloron se fâche avec le maire de Pau parce que ça, je suis quand même pas en position avantageuse. Merci Olivier et bravo. Merci beaucoup, Monsieur Ituri. Monsieur François Bayrou. Je tiens à remettre, si j'ose dire, les pendules à l'heure. Car j'avais dit 16h. Et j'étais là à 16h05. Bon, je veux bien battre ma coupe, mais pas davantage que pendant ces 5 minutes-là. Je veux dire quelque chose de très simple. Lorsque nous avons assisté, nous étions quelques-uns ici à la réception d'Olivier Donard à l'Institut, j'étais très fier.
J'étais très fier pour deux raisons principales. La première tient au souvenir, aux longues années d'une vie partagée dans des combats. Alors on est nombreux à les avoir partagés ici. J'aperçois des académiciens, j'aperçois une ribambelle de présidents de l'université, et nous avons vécu ensemble de présidents de l'université passés, actuels et futurs. J'ai pas dit qui, hein, mais je sais qu'il y a des futurs présidents d'université forcément dans cette salle. Je revois Olivier Denard, j'étais à l'époque président du Conseil général, pour, comme ça a été raconté, servir de détonateur pour débloquer quelques projets qui paraissaient à beaucoup fumeux et qui me parlaient profondément. Je vais dire dans un moment pourquoi. Les étapes de la conception et de la réalisation du financement, Mohamed, des IPREM, qui, là encore, n'étaient pas des objets parfaitement caractérisés à l'imagination et la représentation d'un très grand nombre d'animateurs de la vie publique locale. Il fallait se projeter au-delà des catégories classiques de notre vision du monde, de notre sensibilité et de notre... Et donc, tous ensemble, nous avons fait équipe. J'étais très fier parce que la personnalité d'Olivier Denard, alors tout a été dit ou presque, moi je veux dire simplement le geyser d'imagination, de créativité, de confiance absolument inébranlable dans l'avenir, même sur des projets qui paraissent au premier abord difficilement envisageables. Cet homme qui croit que l'impossible est possible suscite autour de lui, en tout cas, moi je me range dans cette catégorie-là, une aura d'amitié et d'admiration. Et que ce soit chez nous que Olivier Denard est élu ses racines et choisi d'enfoncer ses racines, m'a toujours rempli d'un sentiment de fierté. Il y a des hommes comme ça qu'on est fier de croiser, de côtoyer, parce qu'ils donnent à la vie un sens qu'a priori elle n'avait pas. Ce geyser de chaleur et d'esprit d'entreprise, de chaleur humaine et d'esprit d'entreprise, a une grande signification dans cette région. Vous savez que le slogan de la ville, c'est « capitale humaine ». Et je ne connais personne qui réalise autant la conjonction des deux valeurs que ces deux mots rassemblent. Capitale parce que, j'y vais y venir dans une seconde, le rayonnement ne s'arrête pas aux frontières. Il porte l'image d'une terre, d'une région à des horizons inattendus. Et humaine parce que, ici, la chaleur, l'existence de relations d'amitié, de proximité, de reconnaissance. Une ville à dimension humaine comme la nôtre, c'est une ville dans laquelle chacun trouve sa place pour être reconnu. Et au fond, c'est ça ma première raison de fierté, c'était la magie de ce que Olivier, avec vous, parce que si vous n'aviez pas fait cette espèce de chaîne de solidarité un peu dingue, on n'y serait pas arrivé. Et alors d'avoir pris une petite part dans cette chaîne de solidarité, c'est une fierté, c'est la première fierté. Elle tient à ce que Olivier Denard est.
il y a une deuxième fierté, c'est que le parcours qu'Olivier Donard accomplit, ce que je n'ai pas dit a accompli, je mets le terme au présent parce que ce parcours est en pleine vitalité. Ce parcours-là a une signification pour ce que nous sommes, nous. J'ai toujours pensé, je me suis très souvent fait critiquer sur ce sujet, que notre devoir était de ne pas limiter nos horizons. L'idée que parce que nous sommes loin, parce que nous sommes par la taille, pas les plus grands, par la quantité, pas les plus grands. Mais après tout, le boulot d'Olivier Donard, c'est de trouver des micro-traces. Donc nous voulons bien choisir, voir en nous cette capacité de changer le monde à partir de ce qui n'est pas énorme par la dimension, par la taille. Nous avons depuis longtemps, en tout cas moi je porte cette certitude, notre destin n'est pas dans notre taille. Notre destin est dans ce que nous pouvons porter à partir de chez nous vers le monde sans que soient limitées nos frontières. Et donc, cette réalité qu'Olivier Donard a fait naître, a créée, qui consiste à partir de chez nous, à créer de la science sans frontières et des réussites techniques, technologiques sans frontières, d'avoir installé à Pau, et j'imagine qu'à l'époque où Jacques Valade, il venait, c'est pour qui j'ai une pensée, il venait enseigner, ça devait paraître à peu près complètement dingue. Avoir fait naître depuis Pau le premier centre européen, en tout cas, et l'un des tout premiers centres mondiaux de spectrométrie de masse, qu'ici on puisse, sur des objets ou sur des réalités physiques, déterminer la quantité et l'espèce de molécules et de totalement inidentifiables autrement. Lorsque les premiers pionniers ont fait naître ce collège universitaire, c'était un collège universitaire à l'époque, qui aurait pu l'imaginer? Eh bien, c'est précisément cette réussite-là qui fait qu'on confie au laboratoire des éléments matériels qui viennent des tout premiers siècles d'Israël pour identifier origines et caractéristiques. C'est-à-dire que le monde entier peut se référer aux travaux qui sont ici pour faire progresser la connaissance qu'il peut avoir de lui-même et de l'histoire et de la physique. Pour moi, c'est le deuxième motif de fierté. Non seulement un parcours exceptionnel de qualité humaine et d'ambition scientifique, de connaissance, et en même temps l'idée qu'aucune limite ne doit nous empêcher de faire fructifier ce que nous avons porté, ce que vous avez porté, que vous avez semé. Je ne connais pas de message plus important pour une région comme la nôtre. Et je ne connais pas de message plus important pour les étudiants qui sont là. J'ai toujours rêvé qu'on se batte pour venir à l'université de Pau dans des formations, pas seulement scientifiques. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, très bien. Qu'on se batte pour venir à l'université de Pau, à tous les degrés de la compétence universitaire, comme on se bat pour aller dans les grandes universités américaines. Que nous soyons reconnus. Vous avez commencé avec la labellisation ICIT. Si peu d'universités
reconnus et tant de grandes universités écartées, de grandes par la taille, la réputation écartée. Vous avez commencé ça. Et ceci, il faut bien comprendre, ça n'est pas seulement de l'ambition scientifique, c'est profondément social. Parce que les filles et les garçons de chez nous, spécialement ceux qui viennent de milieux non favorisés par la réussite matérielle ou par la fortune ou par les relations, qu'ils puissent trouver chez nous le plus haut degré de l'excellence. C'est l'œuvre la plus généreuse qu'on puisse concevoir. Et c'est pourquoi l'épée qui va vous être remise, cher Olivier, est tellement méritée pour vous et pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bayrou. Et maintenant, avant de passer à la présentation des projets d'épée de costumes d'académiciens, nous avons une petite pause technique. 5 minutes pour M. Donard. Donc, vous avez compris la raison pour la pause technique. Le temps de prendre des photos. Bon, donc nous passons à l'essentiel de la journée. J'invite M. Christian Amator. Voilà. Et donc, j'abaisse, parce que quand on passe après les grands, c'est difficile quand on est petit. Mais pour moi, j'ai accepté quand Olivier m'a demandé de venir parrainer sa remise d'épée. J'ai accepté pour vous raconter un petit peu ce qu'est l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, bon, comme vous le savez, c'est l'une des 5 institutions de l'Institut. Donc, et c'est celle qui est la plus grosse, ce qui a créé des gros problèmes d'ailleurs, parce que si tous les académiciens des sciences votaient, on aurait la majorité dans l'Institut. Automatiquement, les autres académies ne pourraient pas parler. Donc, on est obligé de désigner uniquement une quarantaine de membres parmi nous qui représentent... donc, on est très, très démocratique à double titre. Donc, l'Académie des sciences, ben, c'est simple. Colbert s'était rendu compte que la France était en train de perdre la route, la bataille par rapport à l'Angleterre en termes économiques. Et il a compris que ce qui était assez rare à l'époque, mais que l'économie, le moteur de l'économie, c'était l'intelligence et c'était la recherche. Et ça, il a fallu attendre Napoléon pour que ça recommence. C'est Napoléon qui a relancé ces affaires-là, parce que notre pays est un pays qui est génial. Moi, je suis un Français de première génération et je suis heureux d'être Français et je suis heureux que mes parents aient décidé de venir en France un mois avant que je naisse. Je suis né français puisqu'à l'époque, le droit du sol s'appliquait. Et je ne vais pas critiquer mon pays, mais par contre, on a un peu trop une tendance à l'idéologie. Et l'idéologie, c'est ce qui est en train de tuer la société aujourd'hui. Et on le voit partout, partout, partout. Des gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord quand on s'appuie sur des faits. Les querelles entre scientifiques sont des querelles énormes. Et au sein de cette académie-là, je ne vous parle pas des querelles qu'il y a eu à l'époque de Pasteur et qui sont revenues à l'époque de Allègre, qui était un grand ami, qui est toujours un grand ami, mais malheureusement plus dans la forme qu'il avait à l'époque. Et c'est normal de se battre quand on a des idées. On ne se bat pas pour des idées, mais on se bat quand on a des idées. C'est différent. Et donc, tu peux passer les suivantes. Je pense que là, malheureusement, je n'étais pas ce jour-là parce que j'étais en Chine, puisque justement, on parle d'idéologie. Moi, à 65 ans et 4 mois, j'ai reçu un papier. On m'a dit, voilà, on t'a grassement nourri et, pendant que tu étais au CNRS. Maintenant, tu poses les clés sur la table et tu pars. Donc, j'ai dit, merde, au bout de 45 ans de travail,
C'est ça que j'ai. Il n'y avait même pas un mot de la déléguée de l'époque pour dire c'est le langage administratif, ne vous en faites pas. D'accord? Et ça m'a mortifié. Du coup, j'ai accepté de prendre une position en Chine, rassurez-vous, maximum 2 mois par an, mais là-bas, je retrouve ce que j'ai retrouvé en sciences. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement chinois, je ne suis pas en train de défendre l'idéologie chinoise, loin de moi. Okay. Mais par contre, on retrouve en sciences exactement ce que j'ai retrouvé moi quand j'étais jeune étudiant. C'est-à-dire ce qui amène des gens comme lui. Je ne vais pas parler de moi, vous regarderez sur Wikipédia si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est important. C'est qu'on est obligé de s'appuyer sur des faits. Et la science s'appuie sur des faits. Il n'y a pas d'idéologie en science. Donc j'étais malheureusement pas là, mais on a entendu parler de la séance, et je pense que les gens qui y assistaient en gardent un souvenir ému. Alors voilà, là, c'est les 2 Palois académiciens avant notre auguste ami. Et alors, j'ai une pensée assez émue pour Charles Moureux. Moins pour Henri Moureux, qui était le fils de Charles Moureux et qui a donc été élevé avec une petite cuillère en argent dans la bouche, quoi. Mais le Charles Moureux, lui, c'est exactement comme moi. C'est quelqu'un qui a été détecté par son instituteur. Et à l'époque, les instituteurs avaient cette mission, à l'école élémentaire, de repérer les bons élèves et de les pousser. Et de convoquer les parents en disant « il faut absolument que ». Et c'est comme ça que je suis allé en 6e sans savoir ce qui m'arrivait. Et c'est comme ça que je suis allé au lycée. Bon, à l'époque, après le brevet, on ne parlait pas de lycée, c'était tout le lycée à l'époque. Mais je me suis retrouvé là, et c'est comme ça que je suis allé en classe préparatoire. Et à partir de là, je me suis pris en main. Donc, il n'y a que quand j'ai décidé d'aller à l'école normale supérieure plutôt qu'à Polytechnique que les choses ont changé. Alors, ça ne vous étonnera pas que j'ai choisi d'aller à l'école normale supérieure plutôt qu'à Polytechnique, parce que mon père était dans la Légion étrangère, et donc l'armée, je savais ce que c'était. Donc, et ça ne m'intéressait pas d'être ingénieur. J'étais un homme de pensée, et je pense que je l'ai toujours fait dans ma vie, et ça, c'est l'avantage de reconnaître les autres hommes de pensée. Moi, je ne suis pas impressionné par ces grosses machines, parce que moi, je suis de l'autre côté. C'est l'histoire de Pascal. Lui, il est dans le truc gigantesque. Moi, je suis dans le nano. Mon truc, c'est de faire des nano-électrodes tellement petites qu'on ne pourrait pas faire une épée avec. Il faudrait en mettre des milliards pour avoir ne serait-ce qu'un des fils que vous voyez là. Mais ça permet de rentrer dans les cellules et d'aller regarder ce qu'il y a. Et le CNRS m'a fait confiance là-dessus. Et je te salue parce que tu as joué un rôle énorme à ce moment-là. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on apporte. Alors, pourquoi j'ai été intéressé, puisque je suis d'un autre monde, par son travail? C'est simplement que quand on lit, quand vous lisez une poésie, quand vous lisez un texte, vous sentez comment le texte respire, comment la poésie respire. Ça va au-delà des mots. Par exemple, les poésies japonaises ou chinoises, je les trouve formidables parce qu'elles vont au-delà des mots. Suivant votre état d'esprit, vous avez une autre poésie devant vous. Vous n'êtes pas obligé de savoir s'il est violon, alonghi et ainsi de suite. Okay? Si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Tandis que les mots, les concepts, c'est des choses importantes, à condition qu'on puisse les valider en sciences. Alors, je disais, Charles Moureux, c'est exactement ce parcours-là. Et après, il se moquait totalement s'il était chimiste, pharmacien ou scientifique. Il était scientifique et il étudiait des phénomènes intéressants. Et une chose qui me raccroche à lui de nouveau, c'est qu'il a étudié le stress oxydant. Ce qu'on appelle aujourd'hui le stress oxydant, c'est en fait ce que tous les gens de la Méditerranée, en étendant la Méditerranée un peu plus loin dans les terres, savent que l'huile d'olive, on la met dans des bouteilles foncées pour ne pas prendre la lumière. Et lui, c'est ce qu'il étudiait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais on retrouve ça partout. Et en particulier, quand on attrape des cancers, c'est parce qu'on a du stress oxydant. Et c'est ça que j'étudie. Donc, il y a un deuxième lien là-dessus. Donc, tu m'as fait rencontrer des gens dont j'ignorais l'existence, ce qui est une autre qualité de la science et de la communauté scientifique. Tu peux passer à la suivante.
Donc voilà, normalement, je suis comme ça quand je suis en cérémonie. Donc si vous rencontrez ce bonhomme-là, c'est peut-être pas moi, d'accord? Beaucoup croient que c'est Orsena, d'ailleurs. Alors moi, j'attends que, c'est comme dans la chanson de Brel, j'attends qu'on prenne Orsena pour moi. Mais bon, c'est un peu difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Orsena et moi, on s'entend bien. Et quand on se croise dans la cour de l'Institut, on rigole. Parce qu'on a l'impression qu'on nous a mis un miroir en plein milieu. Là. Donc c'est formidable. Bon, alors, je vais arrêter parce que sinon il n'y a plus de temps. Il m'a bien dit, tu dépasses pas 10 minutes. Mais pourquoi, comment on recrute quelqu'un à l'académie? Alors, je vais vous dire ce qu'avait dit Pasteur. Pasteur, que quelqu'un, pour prendre du langage imagé d'aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui était en train d'essayer de le pipoter pour qu'il fasse rentrer quelqu'un en utilisant son autorité. Et Pasteur lui dit, ne me dites pas ce qu'il a à gagner à rentrer à l'académie, je m'en moque. Dites-moi ce que l'académie a à gagner si on le fait rentrer. Alors, vous avez tout de suite compris où je vais. Aujourd'hui, si vous liez ce que je vous ai raconté sur l'idéologie, la majorité des choses dont on entend parler dans les médias, d'accord, ce matin j'ai entendu 1,6 degré d'échauffement. C'est totalement ridicule. On a 0,75 degrés d'échauffement moyen sur la planète. Ce n'est pas parce qu'ici, en France, à cause des changements dans l'Atlantique, qu'on a pris beaucoup plus que ce qu'on aurait dû prendre. Mais ça se retrouvera pendant que nous, on souffrait dans le sud, dans le nord, les gens se gelaient. Donc la moyenne, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est bon, parce que les plantes, elles, prennent la température, sentent la température qu'elles ont. Leurs enzymes, comme nous, quand on transpire, ce n'est pas parce qu'on a lu des statistiques. On transpire parce que notre corps essaye de s'adapter. Donc, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors, je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous savez que se débarrasser, d'abord faire un gobelet en carton, et s'en débarrasser ensuite, ça coûte à peu près 5 ou 6 fois plus d'énergie que le même gobelet en polystyrène. Donc en fait, là, en ce moment, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer leurs poubelles et qui balancent leur plastique dans la nature, on est en train de créer quelque chose qui est complètement absurde, c'est-à-dire qu'on gaspille beaucoup plus d'énergie pour faire de l'industrie du papier, mais du papier sale, pour s'en débarrasser ensuite. C'est absurde. Il n'y a personne qui a fait des mesures. Combien, par exemple, on parle des voitures électriques qui sont formidables dans les villes. Oui, elles sont formidables dans les villes parce que ça réduit la pollution dans les villes. Parce que dans les villes, on concentre la pollution. Mais le cycle complet d'une voiture électrique, est-ce qu'il est réellement vertueux par rapport à une voiture thermique? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je connais la physique. Et à chaque fois qu'on développe, qu'on utilise une énergie et qu'on cascade, on perd au minimum 20%, ça s'appelle l'entropie. Ça, on ne peut rien faire. Or, quand on a de l'électricité, en France, on a du nucléaire qu'il fallait arrêter, d'accord? Maintenant, heureusement, on comprend qu'il faut le relancer. Mais quand on avait fait ailleurs, le nucléaire, c'est du charbon ou du pétrole, ben, ça veut dire que vous payez de cette énergie-là, et le gars qui fait de la trottinette dans les rues de Paris, en fait, il fonctionne au charbon. Pas dans la rue de Paris, parce qu'il fonctionne au nucléaire, celui-là. Bon, c'est quand on essaye de remettre les choses en place, en pensant scientifique, on s'aperçoit qu'on est en train de partir dans des décors complètement absurdes. Bon, maintenant, cela dit, calfeutrer les maisons, isoler les maisons et tout, ça participe de quelque chose de bien. Mais avec quoi on va les isoler, on ne sait pas. Parce qu'il faut qu'ensuite, les choses qui auront été faites, quand ça va se dégrader et que ça va se retrouver dans la nature, il faut savoir ce que ça va devenir. Le tributyl-étain, c'était quelque chose de formidable. Ça empêchait que les peintures s'abîment. Ben, seulement, les gens n'ont pas pensé que ça allait partir. Et si on n'avait pas des gens comme Olivier qui sont capables d'aller à la recherche de ça et de dire ici, il y a un problème,
il faut le retrouver, il faut éviter ce problème, essayer de compenser et de stimuler à partir de données réelles. On ne sait plus de quoi on parle. Parce qu'après tout, comme vous l'avez fait remarquer, monsieur le maire, c'est une molécule infinitésimale dans quelque chose d'énorme, mais a priori, une toxine, ça peut nous tuer. On a vu le Covid, c'est tout petit, par contre, ça a fait des millions de morts. Donc, voilà, je pense qu'à travers Olivier, ce que l'Académie a été chercher, c'est simplement qu'il nous manquait quelqu'un qui était capable de travailler avec l'environnement, mais pas de manière idéologique, mais avec des faits et avec des instruments qu'il inventait. Et derrière lui, il y a toute une école mondiale. Il y a une école en France, à Pau, naturellement, un peu ailleurs, mais surtout mondiale. Et nous, c'est une référence. Quand le gouvernement demandera à l'Académie de faire un rapport sur quelque chose d'environnemental, il y aura quelqu'un qui lui dira « Tu te rappelles qui c'est qui t'a fait élire ?» Et il ne faut pas faire de promesses à un Sicilien, même demi-Sicilien. Vous savez, l'histoire de la tête de cheval dans le lit, ça fait mauvais genre. Mais lui, ce n'est pas un cheval, c'est une moto. Donc, la fourche avant de sa moto dans son lit, je ne pense pas qu'il apprécierait. Bon, tout ça pour vous dire je ne vais pas rentrer dans la valeur, on a entendu toute la journée, et vous, les messieurs, disons, je dirais, les moins scientifiques, mais vous avez été très très bons quand vous avez décrit la science d'Olivier Donard. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'ai essayé de faire comprendre pourquoi elle est importante, cette science. Parce que de plus en plus, on aura besoin de ça. Rappelez-vous Tchernobyl, qui s'arrête à la frontière, ben, si on sait mesurer ça, on sait où il s'est arrêté et où on peut aller regarder l'impact éventuellement sur les populations. Pas sur les tomates de Corté en Corse, quoi. Mais c'est bon, au passage, on peut raquer de l'argent au gouvernement. Ça, c'est une habitude bien française aussi. Bon, nous, on essaye de raquer de l'argent, mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas parler avec des mots que les politiques comprennent en général. En général. Mais heureusement, il y a certains politiques qui comprennent. Et je crois que quand Allègre était ministre de l'Éducation, on se comprenait parfaitement. Et de là était née une amitié. J'espère qu'aujourd'hui, il vient d'en naître une autre amitié. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut passer à des choses plus sérieuses maintenant. On a puisé les gars. Donc, Christian avait la lourde tâche de vous montrer ce que c'est que l'Académie des sciences. Moi, j'ai voulu que la cérémonie de l'épée soit à Pau, dans l'amphi, et non pas sous la coupole, parce que c'est important que ça soit chez nous, entre nous. J'en profite pour remercier tous ceux, étudiants, post-doc, et puis bien sûr chercheurs avec qui on a travaillé, parce que d'en arriver là, je n'étais pas tout seul quand même. Hein. Et il y en a beaucoup qui ont ramé ensemble, donc je pense qu'on a quand même pas mal ramé. Hein. Et je veux aussi remercier la région et l'AGLO, et la vie, parce que je me souviens, lorsque je me suis marié, ici, la personne que j'ai beaucoup appréciée, quand il m'a vu rentrer pour la salle de mariage, il m'a dit « Ah, enfin, on voit M. Donard, je suis sûr qu'il ne va pas nous demander de l'argent. » Non, mais tout ça, c'est pas une anecdote. Ça veut dire que, comme l'a très bien illustré M. le maire, c'est un projet collectif. Hein, et moi, je ne fais que traduire l'ambition de ce projet collectif. Donc, que ça parte des étudiants jusqu'aux chercheurs, post-doc, ingénieurs, tout ça, je dirais qu'on a ramé collectivement. C'est parti de très loin, hein, puisque je me souviens avec Richard que je me souviendrai toujours aussi, je suis allé te voir quand tu étais chez Freddy Adams, et puis on était parti discuter en disant « Ouais, ça serait bien que tu viennes à Pau, tout ça, tout ça. » Je lui ai dit « Si tu viens, il y aura des spectros de masse partout. » Ben, on y est. Après, j'ai une pensée aussi pour Dany, avec qui on a aussi beaucoup ramé. Et
au début, Dany était un peu, c'est un l'IPREM, tout ça. J'ai dit, mais tu vas voir, Dany, si on fonce, on va faire rentrer les spectres de masse par les fenêtres. Ben, on l'a fait, hein, puisqu'elle est obligée même de construire l'IPREM 2 pour en mettre d'autres. Donc, il faut rêver grand et il faut ramer, mais on n'est jamais tout seul. Donc, c'est ma façon de dire merci, parce que je pense que cette nomination, c'est quand même le fruit d'un travail collectif. Et quand moi, je l'ai reçu, j'ai pensé tout de suite, bien sûr, à mes parents. J'ai aussi pensé à quelqu'un qui s'appelait Jacques Jussou-Dubien, qui était à Bordeaux. Moi, j'étais... s'il n'avait pas été là, je serais américain, c'est sûr. C'est absolument certain. Donc, Jacques Jussou-Dubien voulait que je rentre en France, et je suis sûr que s'il était là, il serait très fier, comme mes parents. Donc, merci à lui, hein, c'est important. Et donc, maintenant, il nous reste un projet à réaliser. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, je voudrais... C'est des projets, donc les gens... Bon, on pense que ce n'est pas possible, mais vous y croyez. Alors, je voudrais remercier Tom, qui est là, Florent et Stéphanie, parce que on a essayé de respecter la tradition de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, alors ici, on est chez nous, on dit, bon, c'est super. Quand vous allez à Paris et que vous rentrez à l'Institut de France, là, on sent le poids de l'histoire, on sent le poids de la continuité de l'histoire et de l'importance des sciences dans la construction de la société. Et donc ça, il ne faut pas le perdre. Donc pour moi, il faut faire des projets jusqu'au bout. Et dans un projet d'entrée à l'Académie des sciences, il y a la réalisation d'un costume et il y a la réalisation de l'épée. Et les deux doivent retracer votre parcours. Donc ce que je voudrais vraiment remercier Florent, Stéphanie, on n'est pas arrivé au bout du projet, mais ne vous inquiétez pas, on va ramer dur, hein, très dur. Et ainsi que Tom, parce que je suis arrivé avec des idées, et eux, ils l'ont transformé. Donc, je vais vous montrer la transformation qui doit représenter une partie de ma carrière dans le cadre de l'épée. Donc, d'abord, le costume. Alors, là aussi, c'est important. Quand vous êtes nommé académicien, vous recevez un petit papier avec l'adresse des tailleurs à Paris et puis des joailliers, Place Vendôme et tout ça. Bon, déjà, on n'a pas trop de sous, donc on ne va pas y aller. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de le faire en Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Donc dès que j'ai reçu les trucs, j'ai mis de côté. J'ai pensé à Alain, qui serait content de dire qu'on a fait ça en Aquitaine. Donc on a cherché. Alors j'ai commencé à chercher à Pau, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé à Biarritz un gang incroyable. Donc je suis allé rencontrer Florent. En plus, il a plein de motos. Et puis... je suis arrivé avec un schéma, il m'a fait rencontrer Tom, et puis on a commencé à délirer ensemble. Et donc voilà un peu le produit de ce délire. Donc c'est Tom qui... Alors, je ne voulais pas un costume de je ne sais pas qui, au début je voulais un costume fait à partir de filets de pêche recyclés. Donc Tom est un spécialiste de tailler dans des trucs originaux. Et donc, on a essayé de trouver on a trouvé du filet de pêche recyclé, mais ça ne peut pas tenir. Non, c'est un proto-costume, hein, ce n'est pas le définitif, c'est pour vous dire qu'il faut y aller. Hein. Et donc, alors qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Ici, là, derrière, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de bébêtes. J'ai commencé ma carrière en chimie marine. Donc, la chimie marine, elle est là, ici. Hein. Puis après... avec Tom, on a fait quelque chose au niveau des dessins. On a essayé de respecter la tradition de l'Académie, tout en y apportant la patte de Tom et la mienne. Donc ici, les fameuses trucs là. Mais normalement, la racine, c'est un peu des trucs de coraux sur lesquels on a mis des olives, parce que c'est Napoléon qui a voulu qu'il y avait des olives. Voilà. Et puis surtout, le dessin de l'arrière du costume. Ça, c'est Tom avec un retour. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est souple. Parce que je peux vous dire que les costumes d'académiciens, j'ai l'impression de mettre des... Donc, ça, c'est déjà dans la symbolique du costume avec Tom. Il y avait pas mal de vécu historique. Donc, on va attaquer maintenant le côté de l'épée. Alors, sur l'épée, il faut partir avec des symboles. Il faut expliquer ce que c'est. Alors, quels sont les symboles qu'on va retrouver ? Donc, j'ai mis ici les sciences analytiques. Évidemment, puisque Christian vous en a parlé, et puis que c'était un peu... Donc pour moi, si vous voulez, les sciences analytiques, c'est mesurer, peser. Hein. Et puis surtout, c'est le plus important dans les sciences analytiques, c'est la porte. La porte, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fait pas des sciences analytiques pour faire des sciences analytiques. Ce qui nous intéresse, nous, scientifiques, c'est de connaître ce qu'on ne connaît pas.
Donc justement, les sciences analytiques nous permettent d'abord, par anticipation, à réfléchir sur ce que ça pourrait être et surtout quelle nouvelle information ça peut apporter. Donc quand les machines, parce qu'au début ça ne marche jamais, c'est toujours compliqué, mais au bout d'un moment ça marche, eh bien on est les premiers à voir des nouveaux phénomènes. Donc les sciences analytiques, ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui ont des compétences qui vont largement au-delà de l'instrumentation, puisqu'on est les premiers à étudier des mécanismes de réactivité physico-chimique. C'est pour ça que l'IPREM, quelque part, il a un fondement qui est tout à fait fondamental. Donc le symbole de la porte est très important, parce que c'est pour ça qu'on fait ça, pour comprendre ce qu'il y a derrière et d'aller plus loin. Et puis, bien sûr, on utilise les atomes et tout ça. Ici, on a eu grâce avec Sam l'ICP-MS. Ça a été pour moi un outil qui a été extraordinaire. Sam a été le précurseur de ça. Je te remercie, Sam. You're brilliant. And because of this, you have a lot of granddaughters here or grandsons. Okay, it's your fault. Yeah, and they enjoy it. Et donc, ici, là, avec Christophe, alors ça, c'est le rôle de la D2RT. Parce qu'à un moment, la D2RT, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, écoute Olivier, c'était à Bordeaux il y a longtemps, il faudrait que tu rencontres François Salin. Ils viennent démarrer des trucs sur les lasers, on va démarrer la route des lasers. Et si vous vous rencontrez, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés avec François Salin. Lui, il était complètement allumé, moi aussi, donc ça a phasé tout de suite. Et j'ai dit, mais avec tes lasers femto, là, on va faire des lasers analytiques. Donc, il y a à peu près 20 ans, 15 ans, on a déposé le premier laser femtoseconde. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a fait ça aussi avec les industriels qui démarraient et on a fait les premiers lasers qui avaient une double fonction. D'un côté, on pouvait faire du médical, c'est-à-dire travailler sur la cornée. Et nous, j'ai dit, la même truc, on va l'appliquer. On va l'appliquer à l'ablation laser sur la caractérisation des matériaux. Puis après, le CEA est venu là-dedans. Donc, voilà. Donc ça, c'est... donc à Pau, vous avez un laser, plusieurs lasers, et dont le modèle qui est certainement le plus performant au monde. Mais il y a pas mal de choses qui sont très bien ici. Donc voilà, je dirais, ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de retrouver, la symbolique qu'on va retrouver dans l'épée. Alors évidemment, il faut penser à l'instrumentation. Donc ça a été expliqué ce matin. Ici, nous, on a beaucoup travaillé avec les sociétés, notamment au niveau de la détection, pour que cette machine soit tout à fait capable de faire des performances exceptionnelles. Et donc, elle est ici. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent pour s'en servir. Et donc, voilà un petit peu la chimie analytique, comment on pourrait la résumer. Hein. On fonce. Donc, ça résume très bien les développements de la chimie analytique. Donc là, maintenant, je voudrais présenter les premiers dessins de Florent, puisque moi, je suis arrivé avec des planches, des photos de ça, je vais expliquer. Il est venu aussi au labo pour voir un peu, ainsi que Tom, pour voir un peu l'atmosphère des chercheurs. Christophe y a été aussi. Et donc, ça, c'est les tout premiers dessins de l'épée. Bon, j'étais déjà assez impressionné, mais vous retrouvez quand même des choses ici. C'est une petite molécule. Ici, là, c'est quand même... vous allez voir que ça ressemble à quelque chose quand même que vous connaissez. Puis ici, vous voyez... donc ça, c'était les premiers... et moi, je trouvais ça incroyable parce que je ne savais pas comment faire. Donc voilà ce que ça va donner en réalité. Les morceaux, ils sont en cours d'assemblage ici. Donc ici, vous avez vraiment la partie qui représente la symbolique des sciences analytiques. On va retrouver la torche à plasma avec ses spires d'induction. Ici, le plasma, on reviendra sur le plasma, et puis l'atomistique ici. Et puis ici, vous avez une porte. Hein, c'est la porte sur laquelle on va savoir des choses nouvelles. Donc, cette porte, comme toutes les portes, elle s'ouvre. Et comme on est tordu, Christophe va graver au laser femtoseconde tous les éléments et isotopes sur lesquels j'ai travaillé. Sauf que vous ne pourrez pas le voir, puisque c'est en femtoseconde, c'est tout petit. Donc, on a un truc. Le deuxième point qui a été important dans ma carrière, et ça a été mentionné, c'est tout ce qui est lié à la pression anthropique. Et en fait, je vais faire une toute petite résumé de l'histoire. Avant d'être scientifique,
j'étais ostréiculteur. Vous l'avez vu plusieurs fois. J'ai commencé comme manuel au parc à huîtres. Et je me souviens très bien, mon patron, je travaillais tous les étés, tous les hivers, parce qu'en fait, je voulais m'acheter une moto. C'est beaucoup une histoire de moto. Et donc, je travaillais peut-être 4 mois par an au parc à huîtres pendant au moins 3 ou 4 ans. Et donc, mon patron, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais à la fac et il me dit, mais il faudrait quand même que tu fasses un vrai boulot, quoi. Je dis, non, voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé au parc à huîtres et puis je suis parti aux États-Unis. Et ma mère, qui à l'époque était à Bordeaux, elle m'a envoyé une coupure de journal en disant, regarde, il y a des trucs là, à Arcachon, ça va pas bien, quoi. Et je regarde, je voyais qu'il y avait des problèmes avec les huîtres du bassin d'Arcachon et qu'ils ne savaient pas trop. Ils se doutaient que c'était l'étain, mais ils n'arrivaient pas à identifier les molécules. Et moi, j'étais en train de développer des choses et je savais très bien identifier ces molécules. Donc, j'ai fait un truc normal. J'ai envoyé un courrier à la direction. À l'époque, ça s'appelait l'ISTPM. En leur disant, bah, écoutez, là, vous êtes en train de ramer, là, sérieusement. Moi, je sais faire. Je vais vous identifier les molécules et on va pouvoir, je dirais, contrôler le procédé. Donc, j'ai eu une magnifique réponse de l'ISTPM de l'époque qui m'a dit... alors, j'aurais demandé évidemment un poste en France de retour. Alors, il me dit, bon, le poste, on s'en fout complètement. Par contre, on vous envoie un ingénieur et vous allez le former. Et puis après, on va utiliser ces techniques pour contrôler l'environnement en France. Donc, je n'étais pas spécialement enthousiaste. Je suis allé chercher l'ingénieur à l'aéroport, je me souviens, à Boston. Puis évidemment, on a travaillé. Il est arrivé avec des huîtres qui étaient contaminées. Et on a fait les premières identifications du tributylétain dans les huîtres du bassin d'Arcachon. Donc, évidemment, le transfert de technologie, c'est super, parce qu'en fait, à l'époque, l'IFREMER ou l'ISTPM a réimporté la technique, l'a installée à Nantes, et pendant 15 ans, a fait le contrôle de tous les milieux côtiers. Mais le problème du tributylétain n'était pas que lié à la France, il était aussi en Hollande et partout ailleurs. Donc, on n'a pas... Alors après, si je vais vous raconter, avec ce fameux tributylétain, une anecdote que j'ai déjà racontée. Quand j'étais aux États-Unis, je cherchais des sous tout le temps. Surtout à la fin, parce que je ne savais pas si j'allais rentrer en France ou si j'allais rester aux États-Unis. Mais je me disais, bon, le tributylétain, ça contamine toutes les côtes. Donc, aux États-Unis, avec toute la marine de guerre qu'ils ont, ça doit être blindé. Donc, je finis par arriver à trouver les numéros de téléphone de l'US Navy. Et je leur ai dit, écoutez, avec vos porte-avions, vos machins et tout ça, la baie de San Diego, ça doit être une cochonnerie. Moi, je vous propose de vous aider à essayer de régler ces problèmes. Donc, j'ai eu première réponse extraordinaire en disant, mais vous savez, on a de très gros navires, mais ils ne sont jamais près de nos côtes. Donc, il n'y a pas de problème sur nos côtes. Bon, ça, c'était... Et puis, 3 mois avant que je rentre en France, j'ai été rappelé par la US Navy et ils ont dit, voilà, en fait, votre truc, ça nous intéresse. Par contre, il faudrait que vous descendiez en concentration d'un facteur 100 par rapport à ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est possible? Alors, moi, j'aurais dit, oui, c'est possible, mais il faut un peu de temps. Et puis, au début, je n'ai pas très bien compris pourquoi ils voulaient ça, puis surtout, je suis rentré en France. Et en fait, j'ai compris après, en fait, c'était pour détecter les sous-marins nucléaires, parce que les sous-marins nucléaires, ils se mettent en position dans des masses d'eau, et ils surveillent le trafic qui se passe, et ils sont en station. Mais tous les sous-marins nucléaires sont peints à partir de peintures organostaniques, donc ils sont en train de signer la masse d'eau. Et quand ils s'en vont, ben, si vous avez très forte détection, vous échantillonnez la masse d'eau. Si vous trouvez du tributylétain à 450 mètres de profondeur, ben vous êtes sûr qu'il y avait je dirais, un sous-marin nucléaire qui attendait tranquillement. Donc, alors, quand j'ai compris ça, je suis allé voir Robert Lesclos, qui était mon directeur de labo à Bordeaux. Et je lui ai dit, mais on va pouvoir faire plein de trucs, on va avoir des sous et tout. Il m'a dit, non, c'est hors de question, parce que si jamais on intéresse la marine française, ils vont nous foutre tout ce qui est le contrôle des étudiants, des machins, tout ça. Donc, hors de question. Donc, c'est passé à la trappe. Mais on a quand même fait des tas de choses comme ça, assez exotiques, pour le CEA, pour le nucléaire, Bruyères-le-Châtel. On a fait... C'est-à-dire que la trace peut être très importante. Donc ça, c'est sur le côté. Revenons à l'environnement. Donc ici, c'est le bassin d'Arcachon, parce que pour moi, ça symbolise la pression anthropique, l'ultra-dilution qui a été ici. Ici, il y a même la chimie théorique est importante. Hein.
puisqu'ici, on est arrivé avec David, en travaillant, on est arrivé de simuler qu'on pouvait avoir une méthylation du tributyléthane, donc on pouvait avoir changé les propriétés physico-chimiques. Et ensuite, quand on disait qu'il n'y avait plus de problème, en fait, il y avait des méthylations qui se faisaient au fond du sédiment, ça revenait. Et donc, il y a des choses qui peuvent encore bouger. Mais ça symbolise bien. Et cette symbolique, vous allez la retrouver ici, là. C'est-à-dire que dans l'épée, vous avez ici la molécule de tributyléthane que Florent a fait. Je suis complètement scotché, moi. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'épée. Donc, vous la voyez ici, la molécule de tributyléthane. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est le projet. Là, ici, vous avez tous les morceaux, mais on arrête parce que pour l'instant, on cherche des sous, soyons francs. Voilà. Ici. Donc, ça, c'est le volet environnement. C'est résumé ici. Hein. Vous avez la molécule de tributyléthane, vous avez les huîtres qui ont chambré. Et pour moi, c'est très important parce que ça a vraiment été une étape, je dirais, assez avec les développements éthiques, la pression environnementale, les problèmes de législation, les problèmes de... J'ai beaucoup participé sur le bassin d'Arcachon, après sur discuter avec les collectivités, avec les maires, les gestions des dragages et tout ça. C'est-à-dire que pour moi aussi, la science ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire. Alors après, c'est le dernier point que je veux illustrer ici, c'est une question qui m'a été posée. Et on va parler ici, on est entre nous. Les gens de Moët-et-Chandon sont arrivés dans mon bureau, je ne les connaissais pas du tout. En fait, c'est la faute de Bernard Médina, qui est là, donc il est coupable un peu. Et c'est lui qui m'a un peu dérivé sur la fin de ma carrière sur les métaux. Et j'en suis ravi, je te remercie Bernard. Parce qu'ils sont venus nous dire, ils nous disent, voilà, on est énormément contrefait. On sait que ça se passe... c'est pas ailleurs. Donc, on aimerait bien que vous trouviez une façon de nous aider à comprendre d'où viennent la contrefaçon. Alors, on a beaucoup travaillé. On a été financé par Moët-et-Chandon. Et donc, on a développé des systèmes triisotopiques avec... et donc, ici, les isotopes du plomb, les isotopes du strontium et les isotopes du bore. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tous les champagnes qui sont bleus, ça ne bouge pas. Et puis, tous les points verts, c'est des Prosecco. Regardez tous les vins mousseux. Et puis, les jaunes, c'est les cava. Donc, on sait très, très bien d'où viennent maintenant les contrefaçons. Ça vient d'un nuage. Je ne veux pas vous dire lequel, mais ce n'est pas les bleus. Hein. Et ça a été très simple. Et maintenant, je dirais, le groupe Moët et toute la Champagne utilisent des stratégies comme ça pour vraiment avoir une idée. Alors pourquoi ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un exemple très important. C'est-à-dire que la science et l'industrie sont liées et de faire la valorisation, ce n'est pas dégrader la science, c'est simplement utiliser de la cervelle pour répondre à des points importants. Et donc je pense que c'est très important que tout ce qui est valorisation soit vraiment pas quelque chose qu'on met comme un petit porte-clés qu'on met pour son CV, tout ça. Les brevets, des fois, ça ne marche pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer que la science descende de son piédestal et qu'elle permette, dans la société, et qu'on améliore tout ça. Hein. Donc, voilà, hein, c'est le résumé de 5 ans de travail. Et puis, ah oui, j'ai un truc, ah oui, ça c'est important. Alors, d'autres symboles très importants qui seront sur l'épée. Je vous ai parlé que sans les collectivités au sens large, sans la région Nouvelle-Aquitaine, sans je dirais, l'Aglo, puis le Béarn, on n'aurait pas fait cette aventure. Donc, ils sont sur l'épée. Donc, les vaches, on va les retrouver gravées quelque part. La Nouvelle-Aquitaine, elle est là, en haut. Là, il y a le bouchon qui est là. Alors, l'astuce, vous avez vu on a une porte et on peut lire quels sont les isotopes. Et comme vous ne les voyez pas à l'œil nu, puisqu'on travaille dans l'infinitésimal, vous dévissez le bouchon de l'épée et il y a une loupe. Et vous pouvez lire. Voilà. Donc c'est quand même utile, cette épée, ça permet de...
parce que c'est très important. Et pour moi, si vous voulez, j'ai commencé, ça a été dit. Voilà, ça a été dit. J'ai longuement fait du vélo avec Alain Rousset du côté de Bordeaux, mais c'est plat là-bas. Okay, donc ici, c'est plus dur. Hein, et donc ça, c'est la côte de Cucron, elle est là, la côte de Cucron, hein, ici. Et c'est vrai que je dirais parce que je ne sais plus qui c'est qui disait que je travaillais un peu. C'est vrai que la pression est énorme. Donc à un moment, il faut je dirais, lâcher la soupape. Et c'est vrai que je fais beaucoup de vélo parce que pendant ce temps-là, je pense. Alors en général, je participe avec des clubs. Donc au début de la saison, je suis toujours le dernier du groupe parce que je n'ai pas la forme. Et puis après, j'ai la forme, donc ça se passe très bien. Et puis quand j'ai bien la forme, je suis toujours le dernier. Mais plus parce que je suis fatigué, c'est parce que je pense. Voilà. Et j'organise les choses. Non, mais c'est tout à fait vrai, quoi. Et ici, on a le temps ça monte, ok. Après, il y a quelque chose de très, très, très important. On en a parlé, c'est l'Espagne. Quiero darles las gracias a todos por haber compartido este maravilloso camino hecho de curiosidad, pasión y amistades. Parce que si vous voulez, Carmen en a parlé, aller en Espagne, c'est une grande famille, quoi. Hein. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, et je continue à travailler avec. La seule chose que là, c'est Emmanuel Tessier, qui est mon prof d'espagnol, mais on a commencé en début de semaine, donc si vous voulez, je suis pas encore très bon là. Et au début, j'ai essayé d'apprendre par cœur, mais je suis pas arrivé. Mais c'est vrai que ce qu'a montré Carmen, tout ça, c'est intéressant parce que. Puis Philippe Théo, qui est là, il est un peu responsable, lui, en tant qu'officier opérain, parce qu'il a fait des grands projets opériens, il a brassé tout ça, donc il a fait dépasser la science, qui s'est transformée en amitié. Et je pense que c'est ça qui est important dans la recherche, c'est dépasser, je dirais, les choses. Et avec mes collègues espagnols, vous voyez qu'on a quand même réinventé beaucoup de concepts. Donc, muchas gracias. Voilà, et puis je termine là, c'est très important par rapport à l'épée. Je voudrais remercier les deux institutions, hein, le CNRS et l'Université de Pau. Et où est-ce qu'on va retrouver l'Université de Pau et le CNRS? C'est dans la flamme ici, du plasma, hein, puisqu'il y aura du vert et du bleu, le bleu qui est la symbolique du CNRS et le vert, la symbolique de Pau, et deux mélangés, ça fait l'histoire. Voilà. Tu dis le mot de la fin, parce que toi, tu es un briscard de l'académie. Oui, si. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, parce que de toute façon, il faut qu'on se rapproche de là-bas pour faire pour la remise de l'épée. Alors, c'est l'émotion. Mais les chercheurs, c'est ce que j'avais expliqué à Jacques Chirac quand j'étais au Conseil de la science et de la technologie. Je lui ai dit, les scientifiques, vous nous prenez pour des machines à calculer. Mais je lui ai dit, moi, je n'ai jamais réussi à prendre mes tables de multiplication. Mais par contre, je suis capable d'imaginer et de construire des équations qui font cette taille-là dans ma tête. Et il m'a regardé comme ça, j'ai dit oui. Et c'est la même chose, mon hobby, c'est de faire de la sculpture. Mais de la petite sculpture, je ne me prends pas pour un grand sculpteur. Mais là, je viens de terminer une sculpture. Ça faisait 25 ans que je cherchais comment j'allais la faire, parce que je n'avais pas compris comment la faire. J'avais dans ma tête ce que c'était. Et ben, c'était en gros, c'est la vie. La vie qui commence et qui s'arrête jamais.
mais qui se retransmet. Moi, je suis le descendant de mes parents et mes enfants sont mes descendants, et j'ai voulu illustrer ça. Eh ben, j'ai trouvé que le mieux, c'était un ruban de Möbius, où la partie centrale du ruban de Möbius, c'est le ventre d'une femme enceinte avec le nombril qui sort. Parce que toutes les femmes enceintes ont un nombril qui sort. Donc, vous voyez, 25 ans pour arriver à trouver ça. C'est dur, hein? Pourtant, j'ai 2 enfants et j'ai vu le nombril de mon épouse 2 fois. Donc, j'ai pas expliqué ça à Chirac parce qu'il m'aurait pas laissé parler, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est l'imagination. Et là, vous avez eu l'épée, là, avec toute l'imagination. Et après, on a besoin d'avoir des gens qui sont de véritables techniciens, de véritables orfèvres, et qui vont matérialiser nos pensées, exactement comme un sculpteur. Je pense qu'un Rodin ne coulait pas ses bronzes lui-même. Il avait des fondeurs qui coulaient ses bronzes. Et lui, il faisait des machins en argile. Donc, c'est un peu la même chose chez nous. Et les idées, c'est des idées qui naissent. Et je disais à Jacques Chirac, je lui disais, c'est comme dans un tunnel, on voit comme une espèce de fumée, on devine qu'il y a quelque chose qui est là parce qu'on en est sûr, on n'y va pas au hasard. On sait qu'on doit trouver quelque chose ici, peut-être. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on voit que la forme se dégage et puis au bout d'un moment, on peut serrer la main à la forme. Et donc ça, je pense que c'est la chose qui est importante en science. C'est pas parce qu'on s'exprime avec des nombres, avec des mesures, avec des courbes, qu'on n'est pas des poètes. On est des poètes, mais des poètes utiles autrement que pour le plaisir. Olivier, c'est un grand plaisir. Je suis encore magnifique. C'est un grand plaisir pour moi, même si cette épée n'est pas épée finale, symbolique, ici, vous pouvez tout voir le morceau que Olivier nous a présenté, mais je pense que là, tu te retrouveras doté de l'instrument du métier. Olivier, c'est un très très grand plaisir. Donc, ce qui est drôle, c'est que je remercie Franck de m'avoir prêté cette épée, puisque vous voyez que celle-ci est en chantier, mais il est quand même important que vous la voyez. Elle n'est pas encore terminée. C'est pas le fait que, parce que bon, on rame un peu, mais on y arrive. Donc, c'est marrant parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est celle de mon grand-père, qui était lieutenant pendant la guerre de 14. Donc, je voulais pas cette épée parce que c'est une arme de guerre qui a vraiment été dans les tranchées, donc elle a peut-être... Et puis, en rencontrant Florent, il a vu qu'il avait fait sa formation dans le même atelier de fonderie, et il m'a dit, le projet, c'est de transformer cette arme de guerre en un symbole de paix et de science. Donc, c'est un projet, je lui ai fait confiance, et donc on est parti là-dessus. Je trouve très drôle que Franck m'amène la même. Donc, elle est en cours de transformation. Donc... espérons qu'on la termine rapidement. Oui, mais c'était... Ouais. Voilà. Alors après, très important, vous retrouvez les morceaux des orbitales. Ça va être des morceaux qui vont aller dans le plasma. Ça, c'est la région Aquitaine, pour l'instant. Le Béarn est là, avec les vaches. Vous pouvez contrôler. Vous avez la porte, là. Donc Christophe va travailler un petit peu. Voilà, donc c'est quand même un résumé incroyable. Et donc la spectroscopie, ça peut amener loin. Et puis ça, c'est pour mes collègues espagnols. Ici, ce morceau de tissu, très important parce que, en fait, comme vous le voyez ici, ça, c'est le fourreau. Et donc, mes collègues espagnols, ils m'ont aidé à me soutenir
Et donc, tout le gainage du fourreau, ça sera représenté le soutien de l'Espagne continu. Donc là, on retrouve un peu tout du parcours. Espérons qu'on la termine rapidement. Voilà, bah écoutez, merci. Et je crois qu'il y a un petit cocktail qui vous attend. Merci d'être venu. Bon,